petit exercice avec les tracés transparents et du texte. Donc, on va commencer avec les outils géométriques. Donc, je les ai sortis, je vous rappelle, en entrant dans le menu ici, en allant sur la barre verticale. Finalement, ils ont été sortis, ils sont tous là. Vous avez un rectangle à coin arrondi. Donc, vous allez pouvoir tracer un rectangle à coin arrondi. Pendant que vous tracez, vous avez les flèches haut et bas sur le clavier qui permettent de déterminer l'arrondi, la valeur d'arrondi. C'est une des 3 manières de faire des arrondis sur les objets. C'est pas seulement sur des rectangles, en fait. Et c'est la pire. C'est la plus ancienne. Comment est-ce qu'on fait pour modifier la valeur d'arrondi maintenant? Bon, si vous trouvez, pourquoi pas. Ah, peut-être par le panneau propriété, ils ont amélioré les choses. Oui, à mon avis, par le panneau propriété, il va peut-être y avoir une solution. Oui, les arrondis peuvent être modifiés là. Donc, ça a été changé en fait depuis. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Anciennement, c'était vraiment le pire du pire, les rectangles à coins arrondis, parce qu'on ne pouvait pas modifier les arrondis. Mais maintenant, par le panneau propriété, on peut encore les modifier. Fenêtre propriété. Pour faire des arrondis, on verra les 2 autres méthodes. L'effet spécial d'arrondi et le gizmo, le widget angle. C'est les petites boules que vous voyez parfois passer sur les objets. Vous les avez vues, les petites boules qui passent de temps en temps. OK, donc voilà. Donc finalement, le rectangle, il s'est quand même amélioré par rapport à ce qu'il était avant. Maintenant, il y a les formes primitives dans Illustrator. On avait vu que quand on fait des polygones, on sait encore modifier le nombre de côtés, les étoiles, tout ça, on sait modifier le nombre de côtés, de pointes. Mais ça, ce n'était pas le cas avant. Ils ont amélioré les choses. Bien, vous avez un rectangle à coin arrondi, c'est juste pour le design, et c'était aussi pour parler des rectangles à coin arrondi. On va maintenant taper un texte, et l'idée, c'est de superposer partiellement le texte au rectangle, de faire en sorte que là où le texte se superpose, il passe en négatif. Donc, vous prenez l'outil texte, bien sûr, on ne va pas cliquer-glisser, on fait juste cliquer pour faire une ligne de texte. Voilà l'orem ipsum. Vous allez taper le texte. On va pas trop chipoter ici, on va garder la police de caractère. Quoiqu'une script, ça pourrait donner bien. On va prendre une script. C'est un chien, c'est pas un chat. Oh, c'est la même chose avec une bonne sauce, tout passe. Alors, menu fenêtre, texte, caractère. J'espère que je vous choque pas avec mes blagues un peu humour noir, hein, mais bon. OK. Donc, vous avez des polices script. Certainement, ça peut parfois donner bien. Il ne faut pas en abuser. Pour certains sujets, ça peut aller. Ça peut aller. Ouais. Typique hein, pour des 4 cafés, des choses comme ça, des cafés achats. Ce genre de choses un peu fluides comme les chats. Oui, quand on utilise une police, il y a une raison. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même police que moi, d'autant plus qu'il n'est pas certain que vous l'ayez dans votre Typothèque installée sur l'ordinateur. Ici, c'est Brush Script, mais je vous montre. Voilà, voilà. Donc, en principe, apparemment, elle est censée se raccorder. Et apparemment, ça ne se raccorde pas super bien, vous voyez. Allez, c'est typique des scripts. Hein. C'est censé quand même se raccorder. Donc, logiquement, je devrais aller avec l'outil texte, cliquer entre les 2 caractères qui posent problème et avec la palette caractères, l'approche ici, aller modifier pour que ça se raccorde. Voilà. Bon, c'est l'occasion d'en parler. Je ne comptais pas en parler vraiment.
Waouh. Je comptais juste vous dire qu'il ne faut pas enclencher l'approche optique dans le cas de police script parce que justement, elles sont prévues pour se raccorder. Donc, il faut garder, dans ce cas-là, l'approche métrique prévue par le créateur. Mais malgré tout, j'étais en métrique et ça pose problème. Donc, je clique entre deux caractères qui posent problème et je règle. Évidemment, on ne va pas faire ça pour tout un paragraphe. Mais là, c'est pour un logo. OK, je vais enregistrer ça. Et alors, on va vectoriser le texte. Donc, je vais faire ça sur une copie peut-être avec la touche Alt. Je vais aller dupliquer la ligne, voilà. Comme ça, je garde au cas où, si je dois ajouter des S, etc., cat, snap ou des choses comme ça, je garde le texte là sur le côté, je le mets sur le côté. Et je vais vectoriser la police ici parce que pour arriver à faire en sorte que le texte passe en négatif par-dessus le rectangle, il faut procéder comme ça. Ah, voyons un peu. Ah, très intéressant ça. On va agrandir le texte avec l'outil transformation, par exemple, avec la touche majuscule pendant que j'agrandis. Voilà. On va déjà le superposer au rectangle partiellement. Bon, c'est un peu à ça que va ressembler mon logo, entre guillemets, sauf qu'à l'endroit où les caractères se superposent au rectangle, ça va faire des trous, donc ce sera blanc. Donc le noir du texte est différent, il est plus profond. Donc c'est pas ce qu'on appelle du noir enrichi. Le noir enrichi, je pourrais montrer ce que c'est après, c'est des sous-couches, c'est quand on met de l'encre cyan et magenta ou les deux sous l'encre noire pour que ce soit plus profond. Mais non, c'est autre chose. Ici, c'est du noir RVB, c'est du 0% de lumière, le texte. Est-ce que vous voyez quel est le... Quand vous sélectionnez la ligne de texte avec la flèche noire, vous voyez quelle est la couleur noire utilisée dans le nuancier? Il n'y en a aucune qui est encadrée, donc elle n'est pas là. Tiens, si on clique sur l'échantillon ici, si on double-clique sur l'échantillon ici, dans la palette... Ben oui, c'est du RVB 0. Si on sélectionne le rectangle, là, on voit qu'il utilise le noir qui était livré dans le nuancier, mais c'est un noir CMJN, parce qu'on a démarré d'un document pour l'impression, et le nuancier, c'est des couleurs pour l'impression. Donc, elles sont toutes CMJN si on les survole. C'est des couleurs offset pour l'impression. Donc, c'est une simulation, évidemment, sur l'écran des encres offset. Donc, il n'y a aucune couleur pas imprimable dans le nuancier. Elles ne sont pas trop vives. Il n'y a pas de fuchsia super rose ou de vert super vif. Et le noir, c'est le noir de l'imprimeur. Il faut savoir que l'encre noire chez l'imprimeur, elle est bas de gamme, pas chère, et donc c'est pas vraiment du noir, c'est du presque noir, c'est du gris très foncé. Et c'est ce qu'on a ici. Voilà. Et donc, il faut faire gaffe à ça. C'est quelque chose qui arrive forcément à tout le monde un jour, que ce soit dans InDesign, Illustrator. On superpose une photo qui a du noir zéro, zéro de lumière, à des formes noires qu'on a faites dans InDesign ou dans Illustrator. Sur l'écran, ça ne se voit pas nécessairement. Et puis, quand on imprime, il y a une espèce de trace fantôme. On voit que ce n'est pas de noir identique. C'est très problématique. Bon. Donc, la solution, il y en a deux. Soit je crée une couleur RVB 0 dans le nuancier, je l'applique au rectangle, soit j'applique la couleur noire de l'imprimeur au texte. De toute façon, je vous dis, à la fin, ça ne va plus faire qu'un seul objet, donc ce ne serait pas vraiment un problème. Mais si je devais vraiment faire quelque chose de ce genre-là, voilà, où
le texte va rester visible, vous voyez. Donc un truc, on va dire plutôt comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah oui, les contours se sont mis à jour. Voilà, si je devais faire ce genre de choses, il faudrait absolument que je règle le problème. Donc je vais en arrière, on va voir comment on va régler le problème. Tout simplement, ici, on va appliquer au texte le noir de l'imprimeur. Voilà, et le texte n'est plus visible, c'est le même noir. Alors ce noir, si je vais aller voir, si je le sélectionne et que je vais voir en double-cliquant dans le nuancier là, voilà, on voit au niveau de la lumière qu'il y a quand même 29% de rouge, 29 de vert, 27 de bleu. Donc il est lumineux, quoi, un peu lumineux, quoi. Donc gros piège, ça se voit assez souvent. Quand on a un mauvais écran, en plus, on ne le voit pas nécessairement. Peut-être que c'est mieux. Étant donné que c'est une image RVB, moi j'utiliserai plutôt le noir RVB, et puis il va être adapté, si on amène ça dans InDesign et qu'on fait une exportation PDF pour le profil de l'imprimeur, ça va être transformé en CMJN. Donc, Ça, on va trouver utiliser l'emballage, tu vois. Parce qu'il utilisera noir n'est pas jet ou pas. oui, je vois ce que tu dis. Ça peut être un cas où c'est intéressant de travailler dans Illustrator en CMJN si on veut que certains objets soient uniquement faits avec de l'encre noire. Dans ce cas-là, on utilise le noir de l'imprimeur ici et on est certain qu'ils seront faits qu'avec l'encre noire. Parce que c'est vrai que si je le fais en RVB, que j'amène ça dans InDesign, mon illustration en RVB, et que je demande à la gestion des couleurs au moment de l'exportation du PDF, la transformation en CMJN, de gérer la création des encres, il risque de faire les objets noirs avec un peu de cyan et de magenta derrière. Et donc, c'est vrai que ça... Voilà. Mais ça devient un peu technique et complexe. C'est quand même avancé. Mais je vois que tu connais, tu réfléchis déjà à ça. C'est en effet. Voilà un intérêt de travailler en CMJN dans Illustrator si on veut vraiment contrôler les encres. Alors, si on fait commande Y, CTRL Y, on voit le texte, c'est un texte modifiable. Je pourrais modifier, ajouter des caractères, tout ça, il reste modifiable. Je vais sélectionner le texte et on va le vectoriser. Menu texte, vectoriser. Voilà, là, il est plus modifiable, ce sont des formes. Ça va, vous voyez, sans problème? Donc, à l'endroit où il y a des trous dans les caractères, on a affaire à un tracé transparent. Voilà. Et en principe, si j'y vais avec la flèche blanche plus et que je sélectionne uniquement un trou, ah ben là, ça marche. La palette options d'objets, dont j'ai déployé les options ici, la palette options d'objets m'indique vraiment le sens de création du tracé. Donc si, après vectorisation, les trous n'étaient pas corrects, ça fait des formes noires. Il faudrait que je sélectionne ça et que j'inverse le sens. Voilà. Mais là, c'était bon dès le départ. Le texte, il fait pas moins de son point. Donc on a transformé le texte en vecteur par menu texte vectorisé. Voilà, ce sont des vecteurs. Et donc, on va passer au stade où on va faire de tout ça un tracé transparent pour faire un effet intéressant de logo rapidement. Vous sélectionnez tout avec la flèche noire, vous pouvez tout englober. Et Tout ça, il y a le chien. non, le tout, le rectangle et le texte. Donc, c'est pas un contrôle A. Genre, avec la flèche noire, j'englobe le texte et le rectangle. Et on peut tenter avec le Pathfinder.
Honnêtement, moi, j'aime pas trop le Pathfinder pour cette option-là. Je préfère faire l'ancienne méthode, mais pourquoi pas le Pathfinder? Et sachant que s'il ne fonctionne pas, j'annule et je fais l'ancienne méthode. Donc, menu fenêtre, Pathfinder. Et je clique sur exclusion. Et voilà. Là, il y a tout qui est donné transformé. Voilà. Ah, on aurait dû fusionner les caractères là. J'aurais dû fusionner des caractères avant. Dans le cas d'un texte comme ça. Ah, ça c'est ennuyeux. Je vais annuler. J'annule. Dans mon cas, j'annule l'exclusion. Je bouge le rectangle. Et je vais peut-être ces 3 caractères-là que je sélectionne avec la flèche blanche plus. Je clique à côté avec la flèche blanche plus. Je sélectionne ça. Vous voyez, je dois les fusionner avant. Pour qu'on voit bien ce qui se passe, Comment tu dis? je vais afficher en tracé et c'est la première option, réunion. Voilà, réunion. C'est Je vais faire la même chose ici puisque j'ai aussi des textes, des formes qui se superposent. donc Donc c'est dans le Pathfinder, c'est la première icône, réunion. Je sélectionne avec la flèche blanche plus mes caractères ici. En fait, c'est ces deux-là surtout qui posent problème, là où ils se superposent. Et je vais réunir en une seule forme. Donc, cas particulier ici chez moi, voilà. Une fois que c'est fait, je vais bouger le rectangle, sélectionner le tout, faire de l'exclusion, et voilà. Les problèmes de tout à l'heure n'y sont plus. Mais oui, parce qu'on avait les 2 lettres qui, là où ça se superposait, ça faisait un trou. Vous voyez, déjà ça, c'est classieux, hein, je me suis cassé la tête. Hein. Ah, pour votre logo de 4 cafés, là, j'y ai passé des heures. Donc, si j'avais pas pris du script, on n'aurait pas eu de caractère qui se superpose partiellement et on n'aurait pas eu le problème. Donc là, vous êtes vraiment paré à toute éventualité. Donc, comme Photoshop, Illustrator n'est pas vraiment un logiciel à recette, c'est-à-dire qu'il faut être paré à toute éventualité, il faut maîtriser au niveau technique un minimum, et puis on combine en fonction de ce qu'on veut faire. Hein. Donc, ce que je vous montre là, c'est pas comment faire un logo de café achat. C'est juste de la technique. Après, c'est vous qui entrez en scène avec votre créativité. Voilà. Donc, techniquement, on a un tracé transparent avec plein de portions de tracé dedans. Si on regarde dans la palette des calques, il est là. Il est là. Les autres caractères, c'est ceux qui sont ici, en fait. Hein. D'ailleurs, je vais les supprimer. OK. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Ah oui, il y a le... OK. Il m'a quand même fait plusieurs formes. Ah oui. Il y a des caractères qui débordent. D'accord. OK. En effet, c'est la solution. Parce que, en effet, là, si on prend la flèche blanche plus et qu'on essaye de bouger les choses, le rectangle, si j'essaye de bouger seulement le rectangle, ça pose des petits problèmes. Donc peut-être qu'on va faire le Pathfinder dynamique, puisque tu en parles. Allez, ceux qui ont réussi jusque-là, j'imagine que ça va. Historique. Où est mon historique? Je vais aller rechercher. Menu fenêtre historique. Ah, il est là. OK. Quand vous avez une palette qui est cachée par d'autres, si vous demandez de la masquer, en allant sur son nom dans menu fenêtre, en fait, elle réapparaît. Donc, où est le Pathfinder? Exclusion, il est là. Donc, voilà.
Je me mets juste avant que j'ai fait l'exclusion. D'accord? Exclusion, pas exclusion. Et en effet, si on veut garder un peu de souplesse quand on fait ce genre de choses, dans la palette Pathfinder, uniquement pour les 4 opérations du dessus, pas pour celles du dessous, vous avez la possibilité, et là, donc là, tout est sélectionné de mon texte et de mon rectangle, hein, d'enfoncer la touche Alt quand vous cliquez sur l'opération. Du coup, ça vous fait, au lieu d'un tracé transparent dans la palette des calques, ça vous fait ce qu'on appelle une forme composée. Forme composée, et ça va peut-être vous donner un peu plus de souplesse pour bouger les choses après. Alors, est-ce que il ne me l'a pas fait? T'as peut-être connu ou t'as excuse. Ah, exclusion, oui, c'est ça, l'erreur. Ah, mince. J'ai pas eu mon café aujourd'hui. J'ai fait le café pour les autres, mais j'ai pas eu le temps de le prendre. Donc, oui, exclusion avec la touche Alt. Voilà. Du coup, il y a ce bouton-là qui apparaît, qui permet à un certain moment de figer les choses, mais voilà, on a une forme composée. On a une forme composée. Visuellement, c'est la même chose qu'avant, sauf que normalement, si je prends la flèche blanche plus et que je clique sur le rectangle, j'arrive encore à la bouger. Voilà. Les caractères aussi ici, on arrive normalement. Ah, il faut que j'ajoute aussi avec la touche Shift les trous, s'il y en a. Ah, ça, c'est pas évident, il faut cliquer sur le bord du trou. Vous voyez? Je clique là-dessus, mais ça sélectionne pas les trous. Et donc, quand je bouge, ah, quoique là, non, ça marche. En cliquant sur l'objet, ça marche. Extraordinaire. Donc, il ne faut pas cliquer sur le bord de l'objet, il faut cliquer sur l'objet lui-même. Et ça marche. Incroyable. Donc là, on arrive à repositionner. Oui, là, je vais devoir, avec la touche Shift, ajouter le C ou O A T. Ah, mais mince, il ne veut pas, hein. Clique. Avec la touche Shift, j'ajoute ça. Quand on bouge, ah, maintenant, tout bouge. OK. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un effet graphique qui est facile, en fait, hein. Et la combinaison des deux formes, le rectangle derrière et le texte, dans ce cas-ci, crée des formes secondaires. Donc, on crée de la complexité de manière automatique. Et ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Mais, OK. OK, c'est ça, en fait. Si on clique 2 fois, c'est un peu récalcitrant parfois. Mais ça marche. Est-ce que chez vous, ça marche? Vous n'êtes pas trop déphasé, perturbé par ça? Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec ça éventuellement? Reste cool. Oui, parce que c'est graphique, c'est sympa, ça peut être bien. En principe, tout ce que je suis en train de faire là, je devrais dupliquer régulièrement, en fait, hein. Je devrais régulièrement, oui, dupliquer pour garder les différentes versions. Alors, concernant ce rectangle à coin arrondi fait à l'ancienne, dans le panneau propriétés, en fait, c'est le panneau transformation. Peut-être qu'il y a tout qui bouge. À ce point déplacé, tu vas pas te flèche noire. Ah, si on veut déplacer tout, c'est la flèche noire. Non, si on parle, par exemple, le A et le T, ils sont. Le A et le T, avec la flèche noire, ça ne va pas marcher. Parce qu'on a affaire à un groupe qui s'appelle forme composée. Donc, la flèche noire, ça bouge tout. Pas très blanc. Normal, et qu'on fait juste. La flèche blanche normale, c'est quand on veut normalement... Après, on prend la flèche noire, Ah, et tu prends la flèche noire? et puis on se met sur une arête, pas tant au milieu. Ouais, mais normalement, il y a plus simple, hein. Normalement, la flèche blanche plus,
Je clique à côté, elle sert à bouger à un objet qui fait partie d'un système. Bon, j'annule là parce que je dois ajouter aussi la lettre C avec la touche majuscule, voilà. Et là, on arrive à bouger les deux. Mais donc, je m'intéressais au rectangle, justement, que je sélectionne avec la flèche blanche plus. Dans la panneau transformation, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on peut figer les arrondis? À mon avis, non. La solution, c'est de le décomposer, si on est capable de le décomposer. Objet décomposé, OK. Est-ce qu'on arrive encore à bouger? Eh bien non. Il aurait fallu choisir les bons arrondis dès le départ, je pense. Non, c'est pas bon. Ou il faudrait annuler la... Oui, il faudrait revenir en arrière. Pour l'arrondi du rectangle, je ne vois pas comment ici, avec cette technique-là, je vais pouvoir... quoique comme ça, tout simplement... Oui, mais mon problème, c'est pas ça, hein. Mon problème, c'est que quand je le redimensionne, je voudrais que les arrondis se transforment avec. Et là, il reste tel quel. Donc, quand je fais un petit rectangle, ça commence à ressembler à un cercle. Bon, c'est pas très grave. Et avec la si on veut agrandir juste A et le T, on appelle non. Oui, c'est ce que j'ai fait, agrandir le A et le T et le C, puis outil de transformation manuelle, et on peut modifier, voilà. Voilà. Donc ça peut être sympa. Et donc, c'est un peu ce que j'ai eu avec le chien ici, quand j'ai fait le trou, là et là, j'ai fait un tracé transparent. Mais vous voyez une utilisation très intéressante. Ouais. OK. L'idéal, ce serait de trouver un storytelling à ça. Pourquoi est-ce que le texte passe en négatif comme ça? Est-ce qu'il y a une raison? Alors, pour ce qui est de créer des logos bas de gamme, il faut quand même être au courant qu'il existe plein de sites en ligne qui vous proposent de créer vos logos. Donc, c'est forcément vos concurrents pour la création de logos, voire même d'icônes. Voyons un peu ça au hasard. J'ai donc tapé Logo Maker dans le moteur de recherche. Générateur de logo, Free Logo Maker. Dans Canva, faire des logos en quelques minutes. Création de logos gratuits. Enfin, il y a pléthore de sites qui vous proposent de faire des logos. Donc, forcément, ça va être votre concurrent. Bien sûr, ce seront des logos assez génériques. Si dans vos logos, vous mettez quelque chose de très spécifique, régional, voilà, que le générateur de logo ne va pas vous faire, c'est ça qui va faire la différence avec votre logo et ce que ce genre de choses fait. Vous risquez, avec ce genre de choses, de retrouver que votre logo ressemble à celui d'un autre. Mais bon, ça existe. Alors, un logo qui n'est composé que d'une police de caractères, c'est ce qu'on appelle un logotype.
Et il y en a plein qui existent. Des logotypes basés vraiment sur une police de caractère. Est-ce que c'est une police qui a été créée spécialement pour le logo? Peut-être. Parfois, ce sont des polices existantes qui ont été modifiées. Elles ont été vectorisées et avec la flèche blanche, on est allé les modifier. Je vais vous fournir des ressources qui vous montrent comment modifier des caractères avec la flèche blanche pour ceux qui ne connaissent pas. On aura peut-être l'occasion de le faire, mais donc quand c'est principalement basé sur le texte, c'est des logotypes. Donc vous avez des polices de caractères qui sont à disposition et qui ont été créées spécialement pour une marque aussi. Certaines des polices que vous pouvez utiliser ont parfois été créées spécialement pour une marque. Elles se retrouvent finalement sur Google Fonts ou dans Adobe Fonts. Oui, bien vu, parce que j'avais un trou de mémoire. Heureusement que vous êtes là, mais c'est vous qui faites la formation aussi, c'est bien. La fonte Disney, en effet. Et la fonte de la NASA aussi. Et certainement plein d'autres. Il y a certainement une liste de ces fontes. Il faudrait que je demande à ChatGPT qu'il me sorte les fontes de marques qu'on a le droit d'utiliser maintenant. Oui, la fonte de la NASA, évidemment. Ceci, la nouvelle fonte de Apple? Ou c'est pas la même à laquelle tu pensais? On va pas. Ça va être ça, la nouvelle fonte de Apple? Mhm. Fonte variable. Bon, à voir. Alors, pour revenir au logiciel de création de logos, ouais, ça va faire des logos qui ressemblent au logo de quelqu'un d'autre pour le même métier. Mais c'est de façon quelque chose qui arrive très souvent. Quand vous faites un nouveau logo, vous allez voir quelle est la tendance actuelle. Voilà, par exemple, j'ai tapé ici Garden Logo et je vais tomber sur plein d'entreprises qui s'occupent de... Donc ça, c'est un modèle utilisable, mais je vais tomber forcément sur plein d'entreprises qui traitent des jardins, entretien de jardin, etc. Et ce sera souvent la même chose. Ce sera souvent des vagues, des vagues vertes, des arbres, des feuilles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'éloigner de ça, faire quelque chose de différent, ou est-ce qu'on considère que le grand public va faire confiance plus à quelqu'un qui a un logo comme on s'attend à le voir pour une entreprise de jardin? Donc, parfois, l'originalité, c'est peut-être pas la meilleure idée. Voilà. Donc, c'est la première chose à faire avant de faire un logo, c'est quand même aller voir pour ce métier-là, pour cette entreprise-là, pour cette activité, quelles sont les habitudes et comment je m'inscris là-dedans. Est-ce que je fais quelque chose de complètement différent ou est-ce que je fais quelque chose de banal? Et dans ce cas-là, un générateur de logo va faire la même chose que ce que je vais faire, quasiment. Évidemment. Oui, c'est toujours le même type de caractère en plus. Bon, à vous de voir. L'IA peut peut-être faire ça aussi. Ah, bien sûr, oui, oui, avec l'IA, on peut générer des logos, même dans Illustrator, oui, oui. On demande des icônes, on décrit ce qu'on veut, géométrique, et ça va nous sortir des choses, oui. C'est forcément basé sur tout ce qui existe, l'IA. Hein, c'est des milliards d'images qui ont été analysées, transformées en algorithmes, et puis ça vous ressort des choses qui ressemblent à ce que tout le monde connaît. OK.
Alors, je cherchais des images de logos, je cherchais des logos dans lesquels il y a un des caractères qui a été remplacé par une image. Est-ce que vous en voyez dans votre tête? Est-ce que vous en connaissez? L'image. Un des caractères a été remplacé par... on a un peu ça ici, un peu, avec ça, mais ça va quand même un peu plus loin ici. Mais là, c'est vraiment un des caractères. À la place du caractère, c'est une image. Donc, c'est le genre de logo que je voudrais voir. Bon, là, j'ai tapé Bad Logo Design. Donc, je tombe sur des logos pourris pour différentes raisons. Quand on vous dit qu'il faut soumettre ça à un public, bon, je veux dire, vous montrez votre logo à différentes personnes et vous demandez ce qu'ils en pensent, parce que parfois, on est innocent, hein. On ne voit pas les choses, nous, hein, en tant que graphiste, nous sommes purs. Et donc, des logos qui pourraient paraître sympas, non, c'est l'horreur. C'est de pire en pire, quoi. Mais vraiment, pendant que vous le faites, vous pouvez ne pas voir qu'il y a quelque chose de caché dedans. Et donc, je parlais du logo avec, voilà, un des caractères qui a été modifié. Oui, en plus, ça a été mal fait, ça ressemble à n'importe quoi. Mais vous voyez, moi, je ne ferai pas ce genre de choses. Moi, je vous déconseille, même si c'est bien fait, qu'un des caractères du logo devienne une image. Et ça, c'est typiquement ce qu'on a chez les débutants. Voilà, ah, je vais transformer le caractère en une image. Le problème de ce genre de choses, c'est quand on voit le logo de loin, l'image, elle est minuscule, en fait. Donc, il faut s'approcher pour la voir. Donc, il y a un manque de cohérence graphique dans le logo. Un logo, normalement, tous les éléments doivent être un peu dans le même style. On ne doit pas avoir un mélange de styles graphiques dans le même logo. Et puis, ils sont lisibles à toute distance. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est qu'un logo, c'est pas une illustration. Donc, il y a plusieurs tendances, en fait, hein. Euh, Vous avez les logos très sobres qui peuvent exister plutôt en Europe où voilà, on est l'influence du design suisse au niveau typographie, etc. Du Bauhaus aussi. On a parlé le Bauhaus, la Gestalt théorie, la théorie de la forme, tout ça. Et puis vous avez les logos plus à l'américaine où il y a même des dégradés dedans avec beaucoup d'illustrations. Donc, voilà, quand on dit qu'un logo n'est pas une illustration, c'est le point de vue européen. Parfois, pour certains secteurs d'activité, ils aiment bien d'avoir un logo qui en jette au niveau des couleurs et de ce que ça représente. Voilà. Alors ici, vous avez des logos qui sont plus géométriques, plus sobres. Et c'est fait avec un outil qui s'appelle le Shape Builder dans Illustrator. Donc, il s'agit de créer des croisements de lignes, notamment, oui, ça peut être des formes qui se superposent, ça peut être des grilles, et on dessine sur base de la grille des logos. Donc ça, c'est beaucoup plus sobre. Est-ce que c'est mieux? À voir. C'est en tout cas pas le genre de logo qui fait rêver vraiment. Je pense pas. Souvent, ça fait un peu usine nucléaire, centrale nucléaire, signalétique de centrale nucléaire. Mais bon, pourquoi pas? Le Shape Builder, ça a été très à la mode il y a quelques années et on en voit un peu moins maintenant. Voilà, ce genre de choses basées sur des grilles et donc avec l'outil. Vous allez pouvoir tester ça.
c'est assez facile à utiliser. Faire quelque chose de bien avec ça, c'est peut-être un peu moins facile. Mais donc, ça fait partie des possibilités. Oh, là, on s'éloigne vraiment du logo illustratif. Avec des dégradés, mais pourquoi pas? C'est ce que tu as utilisé. Voilà, comme ça, vous avez un petit panorama des techniques avec le texte. Il en existe plein. Je vais vous fournir des informations, ce qui devrait, si ça vous intéresse, vous tenir éveillé pendant 8 heures minimum à tester les différentes manipulations sur du texte dans Illustrator. Donc, je vous ai mis ici un lien pour ceux qui veulent aller plus loin dans le texte avec Illustrator. Ce ne sont que des vidéos à moi, encore une fois. Il y a plein de choses très, très bien sur YouTube, sur des pages web, sur Instagram, des petits shorts qui montrent vite fait comment les choses fonctionnent. Donc, l'essentiel, c'est de se former. Moi, je vous donne ici un lien, mais il y a plein de manières de se former. Moi-même, je continue à me former, j'apprends des choses. C'est quand on joue avec une dizaine de logiciels, c'est forcément c'est sans fin. Même avec un seul, même rien qu'Illustrator, on pourrait continuer à se former longtemps. Donc, je vous ai fait le lien. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, la première, je l'ai rendue privée parce qu'il y a des inconsistances dans la vidéo. Je ne l'aime pas trop, donc elle n'est pas accessible. Mais les suivantes, vous voyez que je parle de l'approche de pair, dont on a parlé, hein, le kerning. Comment faire un logotype au départ d'une police modifiée. Donc, on la vectorise. Avec la flèche blanche, on modifie les positions des vecteurs. Le logotype par exclusion, c'est un peu ce qu'on vient de faire, sauf que là, vous allez voir que je bouge les caractères et je les superpose. Donc, ça fait des trous entre là où les caractères se superposent. Comment choisir la police de caractères. Un texte en arc de cercle. Un texte qui sert de masque sur une image. Le faux gras. Là, quand vous avez une police de caractères qui est sympa, vous l'aimez bien, mais elle n'est pas assez épaisse, ben, on met un contour noir sur le bord de la police. C'est ce qu'on appelle le faux gras. Voilà. Comment faire cet effet de porte-clés en mousse voilà, vous obtenez donc grâce aux effets spéciaux, finalement, en avançant, des textes quand même assez complexes. Ici, c'est une police de caractère spécialement développée pour les dyslexiques. Oui, je parle aussi du daltonisme. Les dyslexiques, on a une police gratuite, open source, qui s'appelle Open Dyslexic. Ceci dit, Oui. quelqu'un qui est spécialisé là-dedans m'a dit qu'elle est controversée, que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce n'est qu'un des outils parmi tous les outils pour les dyslexiques. Voilà, c'est ça. Mais donc le dessin permettrait aux dyslexiques quand même de mieux lire, mais ce n'est pas la panacée, ce n'est pas, ça ne montre pas, je veux dire, ça n'est pas la solution one size fits all. Alors, la mise à échelle des contours et des effets, très important aussi quand on parle des polices de caractère. Le décalage positif-négatif de contours pour que des contours viennent sur le caractère plutôt que de s'éloigner. Adapter un style téléchargé du web, très important. Comment on fait quand on a récupéré un style graphique sur le web pour que ça donne vraiment bien sur ces illustrations à nous. L'impression à la demande, j'en reparle. Les logos rapides par encoche. L'importance de travailler sur un plan de travail qui a des dimensions normales et non pas de travailler en trop petit ou en trop grand dans Illustrator parce que sinon les outils ne sont pas adaptés, ils fonctionnent mal.
Les couleurs globales, j'y reviens. Les fonds multiples décalés. Style d'enseigne. Style un peu comme une enseigne fin 19e. Steampunk. Enfin, vous voyez, il y a de quoi faire. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça.